en quelque sorte. Donc l'importance de l'enquête scientifique me paraît très grande parce que c'est elle qui va nous permettre de traiter à propos des politiques climatiques, mais pas uniquement, à propos de toutes les politiques environnementales. Ça va nous permettre de suivre en quelque sorte une démarche en 4 étapes, qui est celle identifiée par Dewey, et qui consiste à dire, à partir d'une situation qui est marquée, d'une situation complexe, indéterminée, marquée d'incertitude, il faut instituer, identifier une problématique, il faut rassembler les données et formuler un certain nombre d'hypothèses. Troisièmement, il faut examiner ces hypothèses et les solutions. Et quatrièmement, il faut expérimenter et évaluer les conséquences des différentes solutions. On est donc dans une perspective dans laquelle, très clairement, et c'est d'ailleurs un terme qui est revendiqué par Dewey, on est dans une perspective d'instrumentalisation de la science. Ça ne sera pas accepté peut-être facilement par chacun, mais la doctrine centrale de Dewey, c'est l'instrumentalisme, avec des phrases du style « Que peuvent les professeurs de philosophie pour contribuer à la création d'un monde meilleur ?» Je déclinerai volontiers « Que peuvent les économistes, etc. etc. » On y revient. Alors, sur la nécessité et les conditions d'une enquête scientifique complexe sur ces questions de transition. Alors, dans un premier temps, je pense qu'il faut souligner le fait que l'enquête scientifique dans ces domaines ne sera complète que si on arrive d'une part à franchir un certain nombre de fossés entre les disciplines et d'autre part à d'éliminer un certain nombre de mots piégés, par exemple les marchés de proies pollués, je vais y revenir. Premièrement, franchir les fossés entre les disciplines. Tout d'abord, je pense qu'il est important de noter que les travaux qui sont menés au sein du GIEC, et en particulier les travaux qui sont menés sur le climat, montrent que, en fait, les sciences du climat, par exemple, ne sont pas des sciences exactes. Ce sont des sciences de la nature, mais il est impossible d'apporter aujourd'hui la preuve mathématique du changement climatique. On applique un certain nombre de lois de la physique dans des modèles complexes et on a un certain nombre d'indications. Et pour illustrer ce point, alors malheureusement vous ne devez pas voir grand-chose, je m'en excuse, c'est un graphique qui est tiré du dernier rapport du GIEC et c'est quelque chose qui, de mon point de vue, se rapproche le plus de la preuve scientifique de l'origine humaine du changement climatique. C'est le fait que nos collègues du climat simulent le climat avec et sans la prise en compte des facteurs humains. Et ils s'aperçoivent que lorsqu'on ne prend pas en compte les facteurs humains, les modèles ne donnent pas en simulation sur le passé, les modèles ne reproduisent pas les évolutions constatées, alors que dans les mêmes modèles, quand on introduit les actions humaines, et en particulier les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, alors les modèles se mettent à reproduire sur le passé ce que l'on observe dans la réalité. Alors on peut dire c'est un hasard, ou si des modèles sont trafiqués, c'est ce que disait Claude Allègre à un certain moment. En effet, on s'appuie sur des artefacts, sur des modèles, pour se rapprocher d'une preuve scientifique. Je pense qu'on en est assez proche, mais ce n'est pas vraiment une preuve formelle, mathématique, dans un raisonnement qui aurait une cohérence interne parfaite. Donc, on en arrive à cette conception qui me paraît extraordinairement importante. Je reprends les termes de Claude Henry dans un de ses grands articles, c'est un article très, très simple sur l'essence du principe de précaution, une science incertaine mais fiable. Je pense que tout est là. La science est incertaine, l'incertitude est partout, mais la science est néanmoins fiable au sens où, en quelque sorte, nous avons intérêt à prendre en compte ces jugements, ces